Ok. Donc on va lire l'énoncé pour avoir une meilleure idée de ce qu'on va faire. Donc je vais travailler sur deux fichiers. Un fichier PowerPoint pour expliquer un peu la démarche de conception et ensuite le fichier Excel pour la conception. Alors, voici l'énoncé. En exercice numéro 1, ça s'intitule Création d'un mini bulletin de paye automatisé. Vous venez d'être recruté par une société de la place pour un projet de gestion de paye. Votre mission est de concevoir une application qui permettra au MRH d'effectuer les tâches suivantes. Première tâche, c'est d'enregistrer les rapports de job dans la base de données. Je peux avoir moins de bruit, s'il vous plaît? La deuxième tâche, c'est de présenter chaque fin de mois un mini bulletin de paye aux agents. Donc, on commence par la première mission. Donc, la première mission, c'est de concevoir une interface d'enregistrement automatisée des rapports de job avec trois boutons macro. Donc, il y aura les trois boutons, c'est enregistrer, donc save, new et cancel, annuler. Cette feuille s'appellera IAM, IEAM, donc interface d'enregistrement automatisé, le M là, je sais plus ce que c'est. J'ai oublié un peu ce que j'avais mis. Bah, des missions, je pense. Ouais. IEM. Alors, sur cette interface, le MRH, donc le manager de ressources humaines, va simplement enregistrer les informations de job qui iront dans la base de données des jobs nommés BDAM. Donc, BDAM, c'est base de données des activités mensuelles. Donc, tous les enregistrements se feront de l'autre côté. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va enregistrer? Il va enregistrer pour chaque rapport de job donc le matricule de l'agent, le mois du job, donc le mois du rapport, l'année du job et puis le nombre de jours que l'agent a fait sur la plateforme. Le nombre de jours sur la plateforme. Donc, on va d'abord s'arrêter là. On va essayer de modéliser ça pour voir, pour avoir un aperçu. Donc il y a trois choses ou bien il y a trois éléments qui vont communiquer ici. Il y a l'interface sur laquelle le MRH va travailler. Sur cette interface, et va les envoyer enregistrer dans la base de données. Étant les données que le ou la MRH l'interface proviennent d'où? Ben, ça provient simplement des fiches, donc les rapports de job que chaque responsable de job, peut-être le week-end ou après la descente de la plateforme. Donc, en termes de schéma, on va avoir quelque chose comme ceci. Donc, admettons que ça, c'est l'interface. Donc là, j'ai l'interface. J'ai l'interface. L'interface est là au milieu. Alors, je veux avoir une base de données. Voilà, je prends ça pour la base de données. Ça, c'est la base de données. Et après, ici, je vais avoir plusieurs fiches de rapport. Fiche rapport 1. Fiche rapport 1, fiche rapport 2, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il va en avoir beaucoup comme ça. Ça peut venir tous les week-ends, ça peut venir 2 fois par week-end, ça peut venir tous les jours en fonction de leur rotation.
Donc, elle travaille ici. Donc, la relation qu'il y a ou les intercommunications qu'il y a entre tout cela, c'est que toutes ces données doivent être récupérées, renseignées au niveau de l'interface et enregistrées dans la base de données. Donc, voilà. Voilà, deux trucs comme ça. Ok, donc toutes ces données, toutes ces fiches passent par le MRH. Le MRH saisit les données qu'il y a sur la fiche et enregistre dans la base de données. Maintenant, il y a un truc qu'il faudra anticiper. C'est comment ça se passe. Je vais réduire un peu. Donc ici, j'ai la base de données des rapports de job. Alors, je vais mettre en vert. Donc la base de données des rapports de job va recevoir les informations qui serviront pour le reporting et pour générer les bulletins de paye. C'est d'utiliser ça un peu comme ça. Je reste là. Je vais prendre un autre. Hein. Et ça ira là-bas. Je prends le temps de faire ce schéma, c'est pour que, avant la conception, que tout soit clair dans la tête. Parce que la conception, c'est d'abord la modélisation avant d'aller concevoir. Un, de paye. Bulletin de paye ou reporting. Voilà. Donc, quelles sont les flèches? Comment est-ce que les flèches communiquent? Voilà, j'ai cette flèche-là ici. Et j'ai celle-là ici. Donc, ces flèches-là sont très parlantes si vous les comprenez. Le travail va se faire facilement. Donc, cette base de données-là, la base de données des employés, c'est celle qui doit exister en premier. Elle a commencé à exister dès lors qu'on a commencé les recrutements. Donc, celle-là, on la trouve soit en entreprise ou soit dès les premiers recrutements. Parce que tout employé, avant de commencer à travailler, en fait, toute personne avant de devenir un employé, il passe l'entretien, on valide son recrutement,
Et puis voilà, il est renseigné dans la base de données des employés. Donc il aura un numéro matricule, on va renseigner son nom, date de naissance, téléphone, situation matrimoniale, grade, catégorie, salaire de base et autres. Maintenant, quand il commence à y travailler, bah, à chaque fois qu'il va faire un job, en équipe ou en solo, bah, il aura une fiche de rapport qu'il va remplir. Donc, sur la fiche, il peut simplement mettre son numéro matricule, donc pas besoin de mettre toutes les informations. Il va plus parler du travail qu'il a fait, en en-tête, numéro matricule. Et quand cette fiche-là arrive au niveau de la MRH, donc la MRH, prenant la fiche, va juste se renseigner, enfin saisir le numéro matricule qu'elle va trouver sur n'importe quelle fiche ici, sur son interface saisie. Et donc ce numéro matricule, par rapport à ce que l'interface sera capable de faire, elle doit aller demander des données, elle doit aller dans la base de données. Donc, notre interface va avoir une formule de lecture qui lui permettra d'aller dans la base de données et demander les informations. On lui donne le numéro matricule, elle va prendre le numéro matricule et va avec de la base de données pour dire à la base de données des employés, dis-moi c'est qui ce numéro matricule. Si ça existe, la base de données répond à l'interface, ce numéro matricule, c'est Massamba Franck, il est du département production, il a tel salaire de base, il a tel ceci, ainsi de suite. Et à partir de ce moment, on va renseigner la suite des informations du rapport de travail, notamment le nombre de jours qu'il a fait en plateforme, s'il y avait des accidents ou des incidents qu'il a eu à signaler, des commentaires et autres. Après, paf, on enregistre, ça va dans une autre base de données qu'on va appeler base de données des rapports de job. Donc la base de données des rapports de job, c'est la base de données de gestion en fait. Et sur la partie reporting des activités. En fonction du nombre de colonnes qu'on aura ici, ou en fonction du nombre ou du type d'informations qu'on va renseigner au niveau de l'interface vers la base de données, c'est ce qui nous permettra de faire des reportings beaucoup plus parlants. Par exemple, si sur nos fiches techniques, on a la colonne où on a un champ qui permet aux agents de renseigner les incidents qu'ils rencontrent, et que ce champ a souvent été renseigné ou pas par les agents sur la fiche. Au niveau de l'interface, on remplit toutes les données, ça va de la base de données. Au bout du mois ou au bout d'un certain trimestre, on peut faire un peu l'audit de l'entreprise en disant est-ce qu'on peut ressortir nos chiffres en termes d'incidents du mois ou pas. On ne peut avoir un résultat pareil que si déjà vous avez des données dans la base de données. Et ces données-là, en fait, proviennent d'où? Des rapports. Donc, s'il n'y a jamais eu ce genre d'informations renseignées dans les rapports, il n'y en aura pas de la base de données parce que ça ne s'invente pas. Et du coup, on ne peut pas faire un report. Répondre à la question, est-ce qu'on a eu des accidents pendant ce mois-ci? Est-ce qu'on a eu des gens qui n'ont pas travaillé? Quel est le volume de travail global de tous nos agents? Quelles sont les catégories qui ont le plus travaillé dans telle plateforme? Quels sont les salaires les plus élevés de quel ceci? Voilà. On ne peut répondre à ces questions au niveau du reporting que si la base de données sur la manière dont on va concevoir les fiches. Plus les fiches ont des champs d'informations à renseigner, plus votre base de données sera riche et en même temps, on aura des rapports répondant à toutes les questions qui pourront se poser. Donc, voici schématiquement ce qui va se faire. En même temps, ça nous donne des indicateurs sur le nombre de feuilles qu'on va avoir. Au moins 4 feuilles sur Excel qui vont communiquer. Donc, j'ai la feuille interface parce que c'est par là que je commence à renseigner. Ce ici, c'est juste du papier. Donc, c'est du papier qu'on va m'emmener par les... C'est juste du papier qui va emmener, que nous allons prendre, nous allons saisir en one-to-one des informations très brèves. Donc, j'ai une feuille interface, j'ai la feuille base de données des employés qui existe déjà. Donc, ça, c'est l'existant. Ça s'ajoute pour traiter les données. J'aurai une feuille base de données des rapports et j'aurai une ou deux feuilles bulletins à part et reporting à part. Pour notre cas de figure, notre exercice nous demande juste de travailler sur la paye, donc sur la génération des bulletins
de paye. Donc la partie reporting, ça pourrait être un autre cas. Alors, voilà, donc sur l'interface, on aura ça comme information. Vous voulez votre mission numéro 2. Donc la mission numéro 2, c'est de concevoir un mini bulletin de paye qui présentera le récapitulatif pour API. C'est quoi? Bon, là, c'est mal écrit. Des rapports du mois, de l'année, le nombre de jours fait en offshore. Donc pour chaque agent et pour tous les agents en même temps. Je pense que là, c'était mal formulé. Comment fonctionnera le mini bulletin de paye? Voilà, là. Donc là, on nous explique comment va fonctionner le bulletin de paye dans cette feuille-là. Voilà, on est sur cette feuille maintenant. Comment ça va fonctionner? Alors, le système doit afficher les informations suivantes. Donc, vu qu'on est sur le bulletin de paie, je veux le dupliquer. Chacun sera une feuille à part. Voilà. Maintenant, l'acteur, c'est lui. Ceux-là, je peux les virer. Voilà. Voilà. Ici. La base de données, je la mets là. Les données changent de position. Je te mets là. Bulletin de paie. Donc, on ne traite pas le reporting. Je vais effacer le reporting. Bulletin de paie. Aider les employés. Ok, je reste là. Pas besoin de temps. Ok, donc le bulletin de paie. Donc, toutes ces flèches après. On va d'abord lire pour comprendre la communication qui se fera entre les feuilles. Ok. Lors du choix du numéro matricule d'un agent, le système doit afficher les informations suivantes. Nom et prénom, date de naissance et nationalité, fonction et salaire de base. Donc sur la base du numéro matricule, ben, le bulletin de paie doit afficher tout ça. D'accord? Donc, pour afficher tout ça, déjà il faut savoir où est-ce que ça se trouve. Nom, prénom, date et lieu de naissance et nationalité, fonction et salaire de base. Si on s'en tient à notre schéma ici, on est bien d'accord que ça se trouve ici, de la BD employé, parce que c'est là que tout est enregistré. Dans la BD rapport, on ne va pas renseigner sa nationalité, son salaire de base, on n'en a pas besoin. Donc, ça veut dire que toutes ces informations, toutes ces premières informations seront récupérées là. Donc, on va prendre celui-là pour dire, voilà, dans l'autre sens, on peut le renverser. Voilà. Il va nous les envoyer là. Donc ça part d'ici pour là. Matricule. Il reçoit le numéro matricule qu'il va demander. Donc c'est une donnée de lecture pour lui. Il va aller dans la base numéro matricule. Il va dire numéro matricule, voici j'ai un numéro, plutôt. Base de données, voici j'ai un numéro matricule. Dis-moi quelles sont les informations relatives à ce numéro matricule. Le numéro matricule va dire bah, base de données des employés, va dire que ce numéro matricule correspond à nom, prénom, salaire et nationalité de X personnes. Et le tout sera affiché ici. Maintenant, ensuite, à l'instant où la nationalité de l'agent s'affiche, la couleur du drapeau de son pays doit s'afficher en haut du mini bulletin de paye. Waouh! Donc, quelque part ici, dès que la nationalité a s'affiché, ben, qu'on affiche en même temps le drapeau de son pays. Ça, c'est une exigence du bulletin de paye. Ensuite, troisième question. Après avoir choisi le mois et l'année,
Le système doit nous afficher le total offshore, donc le total des heures ou des jours qu'il a eu à faire en offshore pour cette année-là, en ce mois-là. Offshore day de l'agent, donc nombre de jours passés en mer. Pour les agents de nationalité congolaise ou belge, le système doit nous afficher uniquement le net à payer en francs CFA dans la cellule jaune. Donc, il y aura une cellule où on va calculer le salaire pour ceux qui sont congolais et belges, et ça doit être de couleur jaune, devise CFA. Pour les agents de nationalité française, le système doit nous afficher le net à payer en CFA dans la cellule jaune, d'accord, puis en euros dans la cellule verte. Donc, en fait, on aura deux champs qui vont renvoyer les salaires. Si le système identifie que pour ce bulletin de paie, j'ai affaire à un Congolais ou à un Belge, il ne calcule que le salaire en CFA et ce champ-là sera en jaune. Ou cette cellule-là sera en jaune. Il calcule pas, il fait pas la conversion en euros parce que ça, c'est pas important pour lui. Mais si c'est un Français, ben, on va dire au système, tu fais la correspondance en même temps. On va dire s'il a un salaire de 1 million en francs CFA, ben, fais la conversion en euros pour que le Français comprenne combien il a été payé par rapport à sa devise d'origine. Donc, voilà ce qu'il y a à faire. C'est... Oh là. S'il te plaît, regarde un peu qui te plaît. Donc, maintenant que j'ai fini d'expliquer cette première partie, donc, alors, si on a compris schématiquement comment ce que tout cela va communiquer, va fonctionner, maintenant il faut essayer de voir, alors, quelles sont les fonctions que je veux utiliser. Jusqu'à là, on ne va pas encore sur Excel. Il faut d'abord comprendre le fonctionnement de la chose, essayer de modéliser le fonctionnement si on l'a bien compris. Ensuite, voir sur ce qu'on a compris, quelles sont les fonctions à utiliser. Alors, donc, on va essayer un peu de lister les fonctions pour se faire déjà une meilleure idée de ce dont on aura besoin. Les fonctions à utiliser, on va le mettre là. Les fonctions et les fonctionnalités, on va tout mettre ensemble. Écrire même endroit, fonctions et fonctionnalités. En réalité, c'est deux N ou un seul N. Okay. Fonctions et fonctionnalités à utiliser. Alors, bien, on va essayer de les lister là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme fonction et fonctionnalité? Donc, il suffit juste de relire encore le sujet pour savoir ce dont on aura besoin. Alors, je reviens là. Déjà, on nous a signalé quelque chose ici. On aura besoin des macros. Ça, c'était clairement dit. On aura besoin des macros. Donc, j'écris déjà macro. On aura besoin des macros. On aura besoin des macros. Donc, on aura besoin concevoir une interface d'enregistrement, bouton macro. Sur cette interface, le MRH va simplement enregistrer les informations de job qui iront dans la base de données. Nanana, BD, ok. Les enregistrements, les informations suivantes. Alors, si on revient sur ce schéma-là, ici, d'ici à là, il n'y a pas de fonction. D'une feuille manuscrite vers l'interface, il n'y a pas de fonction. C'est juste une saisie de ce qu'on a sous les yeux vers l'interface. Maintenant, de l'interface, l'enregistrement de l'interface vers la base de données, ce sont les macros, on a déjà noté. Maintenant, à ce niveau, communication entre interface et base de données, bah, il faut une formule, il faut des fonctions. Donc, j'avais dit que ça sera une fonction de, enfin, une donnée de lecture pour aller pondre ici et afficher là.
Donc, dans ce genre de cas, dans ce cas de figure, j'allais dire, il vous faudra la fonction recherche V, elle est stratégique, recherche H aussi en fonction de la disposition du tableau du côté emploi. Si c'est un tableau horizontal, bah, vous allez prendre la H. Si c'est un tableau vertical, vous allez prendre la V. Donc ça va dépendre de comment ce que c'est structuré. Mais on sait que les tableaux, pour la plupart, les bases de données sont verticales, sont verticaux. Donc on va prendre recherche V, pas besoin de recherche H. Très rarement on utilise recherche H. C'est le cas très rare. Donc recherche H, oui, déjà, on va le noter. On ne pourra pas s'en passer. Donc je vais écrire RV. Recherche H. Ensuite, est-ce qu'on aura besoin de la fonction si? Bah ouais, possible. Si même quand on n'en parle pas, on peut toujours l'utiliser parce qu'elle permet aussi de faire des contrôles de saisie, des conditions non précisées et consorts. Donc on peut avoir besoin de si. On peut aussi avoir besoin de si erreurs. Si on voudrait pas que les cellules affichent des erreurs, les camoufler, les cacher et autres. Donc on peut avoir besoin de si et de si erreurs. Toutefois, en fonction de comment ce que vous écrivez, vous pouvez vous en passer et avoir satisfaction sur le minimum. Donc, je veux faire comme ça, je vais juste abréger. Ensuite, si, côté interface, si je relis le sujet, je pense que c'est tout ce dont on aura besoin. Sur le reste, là, sera affiché automatiquement. Voilà. Alors, le numéro matricule. En ce qui concerne le numéro matricule, sur l'interface de saisie, il y a deux manières. Soit on saisit à chaque fois le matricule, ben soit on clique et puis on a une liste qui nous affiche les numéros matricules et invalides. Donc si on saisit le numéro matricule, bon, ça sera simple, il n'y a rien qui s'ajoute. Mais si on va opter pour une liste de choix, donc au lieu de saisir les numéros matricules, on aura comme un bouton qui va nous lister tous les numéros matricules existants dans notre base de données. Et à chaque fois qu'on va s'arrêter sur un numéro matricule, il va nous afficher le nom. En ce moment, on peut activer une option comme la liste de validation de données. Donc, on peut faire appel à la liste de validation de données, LFD. On peut faire appel à la LFD ici pour créer une liste de choix, une liste de validation de données. Alors, je pense que c'est tout. Je n'ai pas autre chose à ajouter. Moi, ici, on va juste saisir. Hein. Et enregistrera. Ouais, c'est bon. Alors, votre mission numéro 2, concevoir un muni bulletin de paye qui présentera le récapitulatif pour payer l'année. OK. Comment fonctionnera le bulletin de paye? Lors du choix du numéro matricule, voilà, là on a dit lors du choix, c'est précis, donc validation de données, lors du choix. Dès qu'on parle de choix, dans ce cas de figure, pouvez vous permettre de penser à la validation de données. Le système doit afficher les informations suivantes. Donc, recherche V va se servir de validation de données pour afficher le nom, prénom, date, lieu de naissance, ainsi de suite. Donc, jusqu'à là, on a déjà noté. À l'instant où la nationalité de l'agent s'affiche, la couleur du drapeau de son pays doit s'afficher en haut du muni bulletin de paye. Donc, l'affichage du bulletin, du drapeau ici, indirectement, on nous dit que c'est conditionnel en fait. Ça va s'afficher en fonction de sa nationalité. Donc, s'il n'y a aucune nationalité, aucun drapeau ne. S'il y a une nationalité, par exemple celle du Congo, bah, le drapeau est rouge. Si c'est belge, je pense que c'est le noir, blanc, rouge, je sais plus. Si c'est français, bah, bleu, blanc, rouge. Donc ici, pour afficher quelque chose dans le genre, il faut forcément passer par les mises en forme conditionnelles. Donc on va avoir besoin des mises en forme conditionnelles à ce niveau-là. Donc on ajoute mise en forme conditionnelle, j'appelle ça MEC. Mise en forme conditionnelle. J'appelle ça MEC. Mise en forme conditionnelle. Alors, mise en forme conditionnelle. Ensuite, après avoir choisi le mois de l'année, le système doit nous afficher le total offshore day de l'agent.
Donc, quand on nous parle de total offshore, ça veut dire qu'il y a comme une somme, il y a un calcul de valeur numérique. Donc, ça sera une somme ou une addition, ça va dépendre. Quand on sera dans la réalisation, on saura exactement. Mais là, ça nous indique déjà sur une somme ou sur une addition quelconque. On a dit le système nous affichera le total offshore day de l'agent. Donc, on va avoir besoin d'une fonction somme, certainement, ou peut-être ça sera un NB, je sais pas, on va voir lequel sera le plus adapté. Après, pour nous garantir un certain nombre de choses, on peut prévoir son point ci. Peut-être que dans les calculs, ça va nécessiter plusieurs critères pour se rassurer du résultat qu'on va afficher. Donc, on peut se permettre de se mettre à l'idée, est-ce que ces éléments-là vont être nécessaires? Parce que dans tous les cas, s'il faut qu'on affiche le nombre de days offshore, c'est pour un agent. Donc, ça doit tenir compte de son numéro matricule. Un numéro matricule, un agent, ça doit tenir compte du mois. Donc, il y a déjà deux critères pour aller calculer la somme, le total offshore. Donc, il y a le numéro matricule et puis le mois dont il est question et l'année en question. Je définis l'année, je définis le mois et puis le matricule exact. Ça me donne le résultat. Donc, j'aurai trois critères. En lisant ça, je comprends que j'aurai trois critères à utiliser pour avoir le total des jours qu'il a fait en offshore pour cet agent. Du coup, je peux me permettre de penser un peu à ça, à 100.6%. Voilà. Donc là, c'est des hypothèses. Il faut que mes hypothèses soient basées sur la logique des données que j'ai en face de moi. Alors, on dit ensuite, sur le point 4, pour les agents de nationalité congolaise ou belge, le système doit nous afficher uniquement le net à payer en francs CFA dans la cellule jaune. Okay. Donc là, c'est un calcul de salaire. Calcul de salaire qui va se faire certainement salaire de base multiplié par le nombre de jours en offshore, peut-être, quelque chose comme ça. Mais en francs CFA. Donc on met devise monétaire. Devise monétaire. Ensuite, pour les agents de nationalité française, le système doit nous afficher le net à payer en CFA puis en euros. Donc, devise monétaire et conversion. Et conversion CFA vers l'euro. Ah, bah, je pense que c'est bon. Je pense que... voilà. Bon, ça, c'est les orientations. Donc, en gros, voici les données qu'on a collectées. Donc, on a compris. Ça, c'est l'ensemble. Ça, c'est la partie bulletin de paye. Et puis, donc, il a aussi des données qu'il va prendre dans la base de données. C'est une communication bidirectionnelle entre les deux. Là. Je préfère prendre un truc à double sens. Entre les deux, là, c'est une communication bidirectionnelle. Lui, il va demander des informations à la BD. La BD va aller le renvoyer. Ok. Et voilà, voici plus ou moins les fonctions et les fonctionnalités qu'on va manipuler. Donc, recherche V, si erreur, liste validation de données, mise en forme conditionnelle, bon, somme et autres, devise monétaire et conversion. Donc, on va essayer de faire au moins le premier, d'abord ça, la partie interface. Si le temps nous permet, ben on va faire aussi le deuxième. Donc, à présent qu'on a compris la logique fonctionnelle, on a identifié les fonctions qu'on va utiliser. Et donc, après, il faut connaître les syntaxes de chaque fonction. Il faut les connaître. Si vous ne les connaissez pas, ça peut être un point bloquant lors de la réalisation. Après, le reste, voilà, on passe au travail. Donc, on y va sur le fichier Excel. On m'a dit que j'aurais deux feuilles. Enfin, les noms des feuilles sont IAM pour la feuille d'interface d'enregistrement et BDAM, base de données des activités en chaîne. Donc, j'ai ceci. Donc, la feuille IAM.
IAEM. Et puis j'ai la feuille B dame. Et enfin, j'aurai la feuille BDE, c'est BD employé. Voilà, la feuille brute, l'existant. Donc ici, on nous a dit en orientation, servez-vous de la base de données des 3 agents déjà recrutés, puis faites évoluer le système. Donc, on va se dire qu'il y a déjà des agents qui ont été enregistrés ici. Donc, on va les créer rapidement. Numéro matricule. Numéro matricule. Ensuite, le nom, le prénom, la nationalité, le sexe et le salaire de base. J'appelle ça salaire de base SP. Salaire de base, ouais, c'est bon. Donc, on a Makoko, nationalité congolaise. 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 Après, on peut y abréger CG. Sexe, on va dire masculin. Salaire de base, disons salaire de base 100 000. 100 000. 100 000. On va se dire c'est loco. Et logo. Hier. Et de la RDC. On va faire ça comme ça. CG. C'est l'heure de base, on va dire 75 000. Champ. Champ le camp. Champ le camp. C'est clair que c'est un français. Peut-être un congolais. Champ le camp. 80 000. On va ajouter un belge. Ah, bon, lui il est de la RDC, mais il est devenu belge. Lukaku. Lukaku, c'est quoi son prénom là? On va mettre Yannick. Lukaku Yannick, belge. Voilà. Pas Yannick, il faut qu'il y ait une fille. Lukaku, Annie. Anicia. Vanel. Lukaku Vanel, voilà, ça c'est une. Il est à 100 000 francs. Voilà, voilà ce qu'on a. Donc ça c'est la BD existante. Ok. Alors, pas de gars de la RDC. Alors, matricule, ben, on va s'amuser un peu à leur générer des numéros matricules. Alors, admettons qu'on nous demande de créer une formule pour générer les numéros matricules automatiquement de ces agents-là. Le genre qui sera composé de... Oui, on va commencer par la nationalité. La nationalité tirée les 3 premières lettres de son prénom, de son nom. Voilà, on va s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Et puis, oui, téléphone. J'ai oublié le téléphone. Il faut qu'il y ait le numéro de téléphone. Téléphone. Donc, on va leur donner des numéros de téléphone un peu genre
06. Ok, donc on va juste faire ça. On va changer un peu ici. Ici, et là, on va changer comme ça. Et là, je mets récu sera fait du genre. Donc manuellement, on veut que ça soit genre, si c'est un Congolais, ça sera CG tiré les trois premières lettres de son nom, genre Mac tiré H tiré et puis les quatre derniers chiffres de son numéro de téléphone 54 89. Voilà, exemple de numéro matricule. On nous demande d'écrire une formule qui va générer ça automatiquement. Donc il suffit juste de voir le modèle qu'on m'a donné pour savoir quelle formule je vais écrire. Alors, dans ce cas de figure, pour écrire une formule simple qui marche, on peut se servir des fonctions gauche et droite sans se casser la tête. Donc, on va essayer égal. On a dit de commencer par la nationalité. Donc, j'ai pas de gauche à prendre, je prends tout. Ensuite, je fais ceci. Je fais et gauche, par exemple. Et gauche quoi? Et gauche ceci. 1,3. Je veux concaténer avec un trait d'union. Ensuite, concaténer encore avec le sexe. Ensuite, concaténer avec quoi les quatre derniers chiffres du téléphone. Donc, je prends en droite. Droite de ceci. 1,4. Quoi? Ah, ouais, j'ai oublié de concaténer là. Voilà, c'est bon. Donc, il suffit d'incrémenter, donc ça peut sauter. Ah, j'ai oublié un trait d'union ici. Ah, il faut un trait d'union, ouais. Et tac, tac, tac. Je tire, je peux tirer jusqu'à là. Voilà, c'est bon. Donc les prochains noms qu'on va ajouter, automatiquement, leur matricule va s'afficher ici. Donc c'est bon, on a quelque chose. Maintenant, on attaque quoi? L'interface d'enregistrement. Donc ici, on aura quoi? Bah, à peu près des éléments pareils, hein. Sauf ça. Pas besoin du téléphone. Pas besoin. Est-ce qu'on a besoin du sexe? Ouais, on a besoin du sexe. On a besoin du sexe. Oui. On peut avoir besoin du sexe. Téléphone, on n'a pas besoin. Allez, on va faire une petite interface ici. Donc, voilà ce qu'on va avoir. Sexe, pas trop large. Ok. Voilà, ça c'est suffisant. Après, les couleurs, vous pouvez toujours changer, hein. Là, je vais faire simple. Sentez-vous libre quand vous allez travailler sur les couleurs. Alors, donc ici, je tape le numéro matricule et après, tout le reste va s'afficher automatiquement. Voilà. Ou bien, je sélectionne et puis le reste s'affiche automatiquement. Après, en bas, j'ai quoi? Je vais avoir des boutons. Donc, les boutons macro, je peux les faire avec les formes. Je peux utiliser les formes ici pour les dessiner, comme ceci. Et puis, je change le texte. Voilà. Ou le bouton développeur. Dans l'onglet développeur, je viens carrément insérer les boutons propres au macro. Les boutons propres au macro. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Les boutons propres au macro. Voilà. Donc, ça, c'est un bouton.
Là, il n'y a aucune macro dessus, c'est normal. On peut modifier le texte. Après, alors moi, personnellement, c'est juste une question de goût, hein. Les boutons macro, ils sont simples, noir et blanc. Je n'aime pas trop les utiliser parce qu'il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de design dessus. C'est pourquoi la plupart du temps, moi, je travaille beaucoup avec les formes. Je préfère prendre les formes et puis m'amuser à faire le design que je veux. Parce que j'ai plusieurs modèles. Mais en même temps, vous êtes libre d'aller sur Internet, par exemple. Ça va dépendre du projet sur lequel vous travaillez. Si vous voulez donner un peu plus de beauté, vous allez chercher des boutons. Hein. Vous allez chercher des boutons sur Google en toute liberté. Donc, c'est au juste de prendre un truc qui est joli, un truc qui est beau. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Trop de design, tue le design. Donc, soyez. Bah non, pas ça. Euh, Bouton validé. Voilà, je pourrais écrire comme ça. Voilà. Là, on se comprend. Tout à l'heure, Google m'a pas compris. Voilà. Vous pouvez vous amuser à prendre des boutons ici. Genre ça. C'est pas mal comme bouton. Pas mal comme bouton. C'est toujours enregistrement. Donc, on va un peu prendre ça. Je vais prendre ça. Enregistrer l'image. Ok, ok, c'est bon. Donc ici, on est libre de faire un peu ce qu'on veut. Ça se trouve où déjà? J'ai mis ça où? Non, c'est pas dans téléchargement. C'est sur le bureau. Bureau, 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 bureau. Ça se trouve ici. Voilà. Bon, il est costaud. Hein. Il faut juste réduire. Hein. Bon, ok. Ouais, ouais. Ok. Comme ça. Voilà, je suis besoin de tout le temps. Sans rien d'autre. Ok. Ici aussi, je fais la même chose. Je prends le vert. Là, je fais un bouton circulaire. Ça va. Ça peut aller. Voilà. Donc après, vous pouvez. Bah, je pense qu'on va les utiliser. Hein. On va les prendre. On va travailler avec. Si je peux avoir un bouton jaune après pour faire un nouvel enregistrement, ça serait pas mal. Voilà. Donc, bouton validé, bouton annuler enregistrement. Ouais, il me faut un bouton jaune. Le bouton jaune, c'est pour annuler les c'est pour les demander un nouvel enregistrement. Euh, bon, c'est pas grave. Voilà, bouton jaune.
Ok. Ouais, on va prendre celui-là. Yes. Ça, c'est bon. Boutilo. Pas mal. Ok. Bon, il n'est pas trop beau ce bouton, mais bon. Ok, donc ici, je crée ma petite zone de bouton. Ouais, ça. Alors, vous, quand vous allez travailler, si vous travaillez à la maison, vous pouvez aussi traîner comme je traîne un peu, hein. Traîner votre temps de faire votre design. Mais au cours d'un examen, au cours d'un devoir, ça, faut pas faire ça au début. Vous devez l'avoir à l'esprit, quel design je veux faire. Mais vu que vous êtes derrière le temps, ne vous attardez pas sur ça. En plein examen, allez d'abord à l'essentiel. Écrivez des formules. Rassurez-vous que vos formules marchent bien, parce que c'est ça principalement qu'on va corriger. Après le design, vous pouvez revenir faire vos éléments après. Mais vous devez déjà avoir à l'esprit ce que vous voulez concevoir. Si vous n'avez pas ça à l'esprit, ben, vous ne pourriez pas réaliser en fait. Et donc ça coule à l'esprit quand vous avez l'habitude de faire. Vous avez moins de problèmes à réfléchir là. Bon, on peut s'arrêter là. C'est pas un cours de design. Donc, ok, ici, je veux créer une liste de relations de données pour aller chercher les éléments de l'autre côté. Donc, comment on crée la liste de relations de données? On l'a déjà fait en classe. Donc, je vais aller directement. Je sélectionne la cellule concernée. Je vais sur insertion. Ensuite, plutôt données. C'est pas insertion, données. Validation de données. Voilà. Je change autoriser l'option sous autoriser tout par liste. Ici, j'ai source. Donc, je veux définir la source. Donc, la source, je peux la définir de plusieurs manières selon que j'ai déjà créé un tableau ou que je vais chercher directement. Donc là, je prends l'option, je vais chercher ici. Je prends la plage. Donc, comme ça, à chaque fois qu'on va ajouter, il prendra aussi ce qui va apparaître dans la suite. Donc voilà. Voilà ce que j'ai. Donc on va élargir un peu. Voilà. Donc là, j'ai les numéros matricules qui sont là. Ensuite, je fais ma formule pour la validation de données, pour la recherche V. Donc, si je veux mais vraiment m'épanouir, je peux renommer ce tableau, hein. Ce tableau, je peux l'appeler jusqu'ici, je peux l'appeler, je peux le renommer ce tableau. Je vais l'appeler BDE, BDE1. Voilà. Non, BDE, c'est une cellule. Donc, faut que je change le nom. Euh, je vais l'appeler BD Amp 1. Ok, ça s'appelle BD Amp 1. Donc, ici, là, en faisant ma recherche V, alors j'y vais, j'écris égal recherche V. Je recherche quoi? Ça. D'accord. Point virgule, je veux chercher ça où? Mais je veux chercher ça dans BD Amp. Là, c'est là. Je l'avais déjà créé. BD Amp 1. Point virgule. Le nom se trouve dans quelle colonne? Dans la colonne 2. Donc je mets 2. Point virgule. Valeur c'est vrai. Donc je peux mettre 0 ou je peux mettre faux. La correspondance de faux c'est 0 et la correspondance de vrai c'est 1. Là, ça me dit bouchon. Donc si je change le numéro matricule, il me dit ma coco et ainsi de suite. Voilà. Donc une fois que j'ai bien réalisé ma première formule de recherche V pour afficher le nom, c'est plus facile de continuer parce que c'est la même formule, c'est la même logique de formule que je veux faire pour le prénom, nationalité et sexe.
C'est la même logique. Maintenant, si je suis un peu plus astucieux, je peux m'amuser à faire que cette formule soit améliorée, de sorte qu'en faisant une incrémentation, qu'elle aille jusqu'ici me récupérer les données directement. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux déjà commencer à fixer la colonne, plutôt la cellule matricule, donc la cellule A2. C'est toujours sur cette cellule-là qu'on va faire la recherche pour afficher et le nom, et le prénom, et la nationalité, et le sexe. Donc, je peux la fixer en mettant les $. Ça, c'est 1. BD employé, elle ne va pas bouger. C'est une cellule déjà fixée. Alors, colonne. Colonne, elle doit bouger de temps en temps. Je vais passer à la colonne 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, comment je peux faire pour automatiser l'augmentation de la colonne? En tout cas, il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières. Je peux me servir de la fonction colonne. Voilà, la fonction colonne. Je peux lui dire de me donner la position de la colonne ici, là. Non, c'est ici. Cette colonne-là. Voilà, je ferme la parenthèse. J'essaie de valider. Ah, il m'a dit OK, ça marche. Donc, si je tire, normalement, il me donne le prénom. Ah, OK, c'est bon. Si je tire encore, il me donne la nationalité. OK, ensuite le sexe. OK, donc une seule formule bien faite pour toutes. Si je vérifie ici, voilà, je vérifie là. OK, je vérifie ici. OK. Donc, et le copieur congolais et le copieur CGH. D'accord. Si je prends un autre, bouchons le camp français H. Je vérifie ici. C'est bien lui. Bouchons le camp français. Donc, c'est bon, la formule est OK. Donc, voilà. Ici, j'ai fini. Voilà, une seule formule faite avec un peu de réflexion et voilà, ça a marché pour tout. Donc, je n'ai pas écrit plusieurs formules, une seule. Ensuite, maintenant, il faut aller sur les macros. Donc, mes macros vont faire quoi? Mes macros vont prendre ce qu'il y a là et va les emmener ici. Qu'est-ce qu'il va emmener? Il va emmener nom, prénom, téléphone, non, non, nationalité, sexe. On avait dit d'ajouter quoi? Le day off. Je reviens ici, donc matricule. Ah, mois du job, année du job et nombre de jours faits sur la plateforme. Donc il y a trois colonnes qui vont s'ajouter ici. Donc je vais ajouter la colonne mois, la colonne année et puis day offshore. Day offshore. Je vais dézoomer un peu. Hein. Day offshore, donc ce nombre de jours que le gars a fait en mer. Voilà, on aura quelque chose comme ça. Donc à chaque fois qu'on va ici, jusqu'à là, les données vont s'afficher automatiquement. Mais à partir d'ici, c'est un choix. On va au numéro matrique. Donc, pourquoi je vais mettre ça un peu en gris pour qu'on sache qu'il y a des éléments ici. On choisit le mois, on choisit l'année et on définit, on renseigne aussi le nombre de jours en offshore. Donc les mois, années, nombre de jours. L'appeler brouillon ou dictionnaire de données, DDC, brouillon ou données de travail. Donc ici, je veux juste lister les mois de l'année. Les mois, il n'y a pas encore. Année, et puis ouais, des offshore, où il y a les nombres. Nombres. Donc, moi ici, bah, je vais mettre janvier.
Arrête à décembre. Ok. Année, bah, on va mettre 2021, là où nous sommes. Je vais aller jusqu'à 2000, 2024. Donc ça peut être utilisé 4 ans cette application. C'est bon. Bon, les nombres, on va mettre de 1 à 30. Je vais aller jusqu'à là. Ok. Et je vais incrémenter directement. Yep. L'incrémentation avec les valeurs se font de différentes manières, hein. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Ok, c'est bon. Donc le reste là aussi, c'est des validations de données que je vais juste faire, hein, pour appeler les données. Donc ici, validation de données côté moi, je fais la même chose. Données, validation, liste, source. Cette fois-ci, je ne crée pas de tableau, je vais directement jeter sur quoi? Sur moi. Voilà, je vais prendre ça. Voilà, chez les mois. Année, je fais pareil pour année. Liste, année. Moi, je peux tout prendre. 2021, on n'a pas encore 2022. Donc, des offshore aussi, je peux créer une solution de données. Ici, on peut saisir, ou bien on peut prendre un truc. Donc, ça va dépendre de nous. Là, ici, tout est possible. Donc, laissons la saisie, là. Comme ça, on a un truc différent. On laisse la saisie. Un truc un peu différent. Voilà. Donc, notre base de données de rapport de job. Après, on peut mettre commentaire, c'est si on veut. Donc, notre BDM aura la même chose, aura la même structure que l'interface en termes d'entête. Aura la même structure en termes d'entête. Voilà, je n'ai pas besoin de couleur. Ça on fera quelque chose comme ça. Voilà, voilà ce qu'on aura. Notre base de données. C'est à quoi ça va ressembler. Donc, toutes les données vont venir ici. Donc en one-to-one. Les données vont se renseigner comment. La macro doit être en mesure de sélectionner ceci comme ça. Admettons qu'ici on a mis 10 jours. La macro doit être en mesure de sélectionner ceci et de venir là, coller là. Celui-là. Il prend aussi ces données. Il vient, il va renseigner là. C'est une troisième personne. Il va prendre peut-être celui-là et le copier. Donc on aura un système qui va se remplir comme ça au fur et à mesure. Maintenant, donc il faut d'abord insérer une ligne. Ensuite, on va prendre la donnée. On va venir la déposer là. Ça c'est pour le cas des macros simples. Les macros écrites en VBA, on peut dire à la programmation de les enregistrer en bas. Donc il va faire une lecture de toute la base de données et ensuite venir récupérer l'information. Nous n'allons pas travailler en mode Visual Basic. C'est une programmation pour les IT. n'est pas que ça vous énerve pour rien. On va faire quelque chose de simple. Voilà. Donc voilà comment est-ce que nous on va faire notre macro. Donc, admettons que ça, c'est des données qu'on a déjà renseignées. Maintenant, on y va.
on va faire la macro. Alors, notre macro, on va commencer par la macro enregistrer. Donc, pour lancer la macro, il faut avoir l'onglet développeur disponible. On va lancer l'enregistrement. Donc, si j'efface là, voilà. Vous voyez, là, c'est parti. Et voyez, ça, c'est comme un message d'erreur que recherche V affiche, mais en fait, c'est pas une très grave erreur. C'est juste que lui, dans sa logique, bah, c'est comme si on lui avait donné une cellule vide. Et puis il est allé ici, il dit, mais il y a aucun vide qui correspond à une information. Mais c'est pas une grave erreur en fait. Mais on peut toujours éviter que ça s'affiche pour ne pas que ça fasse erreur qui attire l'attention. C'est à ce niveau-là qu'intervient si erreur. Si erreur, il va avaler tout ça. On va faire point virgule. Tac, tac, les cotes et on ferme la parenthèse. Voilà, ça disparaît en même temps. Et donc, si je peux retirer jusqu'à là, ok, affaire classée. Maintenant, on va faire un test. Ok, si j'efface, voilà. Allez, on passe au macro. Création de macro. Donc, jusqu'à là, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé la fonction recherche vœux. Je vais la barrer. On a utilisé la fonction. Je vais séparer ici. On a utilisé la fonction si erreur. Je vais aussi la barrer. On a utilisé la liste relation de données. Barrer. Est-ce qu'on a encore déjà utilisé? Bon, ici, non, pas encore. Voilà, donc il nous reste macro. Il nous reste la fonction aussi, si nécessaire. Mise en forme conditionnelle, et puis les gars qui sont en bas, si nécessaire. Ok. Bien, c'est parti pour les macros, comme ça on va évoluer. Alors, on va procéder comment? Donc, déjà avant de créer la macro, vous devez être sûr du cheminement. La macro fera les étapes suivantes. Première étape, la macro commence ici. Elle part de l'interface de saisie. Elle part d'ici sans rien faire. Elle va dans la base de données d'enregistrement. Elle insère une ligne en haut. Ensuite, elle repart sur l'interface de saisie. Elle récupère la ligne de données qu'on a saisie. Elle la copie. Elle va dans la ligne qu'elle a ajoutée et elle la colle. Et là, je prends coller les valeurs pour que ça ne me plaque que le résultat généré par la formule et non toute la formule. Donc, il faudrait éviter de coller directement parce qu'une formule collée dans une base de données vous jouera de tour. Ça va vous changer les informations à chaque fois et puis le traitement ne sera pas très, très intéressant. Donc, quand on connaît ces étapes-là, ben, on fait sa macro sans problème. Donc, après avoir collé les valeurs ici, ben, la macro, il revient à l'état initial. Il faut dégager la sélection en cours avec la touche échappe. Voilà, elle est partie. Et on peut dire à la macro, bon, initialement, tu reviens ici. Donc, elle revient à une position initiale et puis on peut l'arrêter. Donc, c'est le même mécanisme que je veux faire en cours d'enregistrement. Donc, je lance mon enregistrement. Je vais mettre quelques données quand même pour qu'on voie comment est-ce que ça va marcher. Et 2021. Offshore 5, commentaire NC, no comment. Ok. Je vais lancer la macro, enregistrer le macro. Donc je donne le nom à la macro, je peux l'appeler save. Le nom ici, vous pouvez l'écrire dans la langue que vous voulez, hein, même en lingala. Excel n'a pas de problème avec les langues. Il ne faudrait pas mettre des espaces ou mettre un chiffre devant ou les caractères spéciaux. Ça ne passera pas correctement. Save, save info rapport. Voilà, save info rapport. Voilà. Save info rapport.
Ok. Touche le raccourci, c'est facultatif. Vous pouvez mettre ou pas. Excel ne posera pas de problème. Mais toutefois, si vous voulez mettre ça, vous devez d'abord connaître toutes les touches qui existent déjà. Si vous mettez A, ça ne passera pas. CTRL A, ça existe déjà. Si vous mettez C aussi, ça ne passera pas. CTRL C existe déjà. Donc, il faut mettre une touche raccourci qui n'est pas déjà une touche système, un raccourci système. Donc, si vous ne connaissez pas, ne vous cassez même pas la tête ici, passez. Description, ben, vous pouvez écrire cette macro servira de ceci, de cela, pour prendre les données à gauche et à droite. Voilà. Si c'est juste un commentaire de ce que votre macro fera. C'est aussi facultatif, mais c'est bien de rédiger un peu parce que ça peut faciliter la compréhension aux prochaines personnes qui vont travailler après vous sur le fichier. Donc c'est quand même important. Allez, je lance mon enregistrement. Dès que je clique sur OK, je ne fais plus d'erreurs. En fait, j'ai plus le droit de faire des erreurs, sinon ma macro fera les mêmes erreurs. Voilà. Donc c'est bon, j'ai lancé. J'ai le carré ici qui est en cours d'enregistrement, comme sur un DVD. Ça attend que j'appuie là pour stopper. Donc j'avais dit première étape. Je pars de l'état initial, de la feuille initiale. Je viens dans BD ici. J'insère. Je repars. Je copie. Je colle, je copie plutôt. Je sélectionne d'abord et puis je copie. CTRL C, on peut faire le raccourci clavier. Je repars ici. Arrivé là, j'ai pris des données là où il y a des formules. Je préfère faire coller un collage spécial. Donc c'est pourquoi je fais clic droit et je fais valeur. Voilà, j'ai juste besoin des valeurs. Ensuite, je repars. Je fais échappe et je dis à ma macro, tu te repositionnes ici. Tu as compris? Oui, monsieur Mbéry. J'arrête l'enregistrement. Si cette macro fait autre chose, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai réalisé. Donc maintenant que j'ai fait, que j'ai eu à faire ma macro, je veux l'affecter sur le bouton. Donc c'est un script qu'il faut affecter sur le bouton. Je fais ceci, je vais dire affecter une macro sur le bouton. Et là, save info rapport. Je dis OK. Et si je clique, voilà. Je clique encore, 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 encore. Donc je m'amuse à changer un peu les matricules ici. Je prends celui-là. Je prends celui-là. Celui-là. Si je viens ici, voilà. Il vient de me remplir fidèlement ce que je lui ai donné. Il n'a pas fait autre chose. Donc si moi-même j'avais fait autre chose, lui allait faire pareil. Donc voici pour le bouton vert. Alors le bouton jaune. Le bouton jaune, c'est juste pour dire d'effacer ce qui est là et de permettre une nouvelle saisie. Donc de dégager tout ce qu'il y a là. Mais toutefois, on va dégager avec stratégie. On va éviter de dire à la macro de venir effacer dans ces cellules blanches là. Pourquoi? Parce que ces éléments ici dans les cellules blanches peuvent partir dès lors que j'efface ça. Donc j'ai pas besoin de venir toucher ici avec ma macro. Bon, ici, je suis obligé de venir avec ma macro parce qu'elles sont une évaluation de données. Donc je procède comment? Et avant de faire la macro nouveau, je profite d'expliquer un truc. Quand on travaille avec Excel et qu'on passe d'un fichier classique à un fichier avec macro, ben, les extensions vont changer. Un fichier classique Excel à partir de 2010 et plus, l'extension c'est XLSX. Il faut connaître cette extension. XLSX. Maintenant, quand je passe d'un fichier classique à un fichier macro, le dernier caractère là deviendra M. Donc ça sera XLSM. C'est pour dire au fichier Excel, ben, je prends en compte des macros dans ce fichier. Et généralement, le message système vous sera renvoyé après la première macro. J'ai détecté une présence de macro sur ton fichier. Est-ce que tu voudrais que je garde cela pour la prochaine fois?
Donc, tu peux dire oui ou non en fonction de ce que tu veux garder ou pas. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans des classeurs sans macro. Donc, quelle fonctionnalité? Fonctionnalité visuelle basique. Donc, projet VB. Pour enregistrer un fichier avec ces fonctionnalités, cliquez sur non. Puis sélectionnez le type de fichier prenant en charge les macros dans la liste type de fichier. Pour continuer à enregistrer en tant que classeur sans macro, cliquez sur oui. Donc, si je clique sur oui, j'aurais dit à Excel, j'ai pas besoin que cette macro reste. Donc, à la prochaine ouverture, ce fichier n'aura pas la macro que j'ai créée. Par contre, si je vais garder la macro et que ça demeure sur ce fichier, je clique sur non. Donc, tel est mon cas, je veux faire non. Voilà. Et là, type, c'est ici. C'est un classeur Excel standard. Je viens cliquer là, je veux prendre classeur Excel prenant en charge les macros. En ce moment, je peux changer le nom du fichier, hein, ça n'engage que moi. Bon, je vais laisser le même nom. J'enregistre. Voilà, on me dit maintenant, attention, certaines parties de votre document peuvent renfermer des informations personnelles. Nanana, ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, ça marche. Donc, j'ai ma macro qui est là. La preuve, je peux fermer le fichier Excel. Je peux l'ouvrir à nouveau. J'aurai toujours ma macro à l'intérieur. Elle est où là? Voilà. Et là, j'ai maintenant deux fichiers Excel. Un peu la loupe. Allez, allez, allez. Voilà. J'ai zoomé exprès pour vous montrer quelque chose. Quand j'ai commencé, je n'avais qu'un seul fichier Excel, celui-là. Ah, c'est un fichier Excel classique. Et sur la base de ce fichier Excel classique, je me suis créé un nouveau fichier Excel avec macro. Comment je sais que c'est un fichier macro? C'est ce symbole de parchemin là. C'est un indicateur du type de fichier macro. Et donc la suite de mes travaux, je fais ici. Là, sur cette feuille là. Donc je vais dézoomer. J'ouvre ça. Ok. Alors, deuxième macro nouveau, le jaune. Donc le jaune, c'est pour effacer et puis passer à une nouvelle saisie. À la deuxième fiche, la troisième, la quatrième. Bon, c'est l'une des macros les plus simples à réaliser, hein. Elle va faire quoi? Elle va supprimer les données de cette cellule-là, celle-là, 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 et puis commentaire. On ne touche pas à ça, et puis les autres qui sont là, et on va cliquer sur le bouton supre du clavier, comme ça, pour qu'il efface. Donc c'est ce qu'on va faire. Je repars sur développeur, macro, oh, enregistrer une macro plutôt. Ça sera new, je vais mettre new info rapport. New info rapport. Pareil, je peux mettre un commentaire si je veux. Si j'en ai pas, ben, je laisse. Voilà, là il a commencé à enregistrer. Donc je sélectionne ça. Je maintiens la touche contrôle. Je saute de cellule. Je vais prendre moi, année, day offshore, commentaire. Donc c'est grâce à la touche contrôle une sélection espacée. Je ne vais pas faire une sélection continue de cellules, mais une sélection discontinue de cellules en me servant de la touche contrôle. Et je clique sur la touche supre du clavier. J'ai dit supre, j'ai pas dit backspace, mais j'ai dit supre ou bien del. Ça dépend du clavier. Backspace ne produit pas grand chose, ça va vous donner des erreurs pour rien. Je répète, c'est sup ou bien del. Voilà, j'ai validé. Ensuite, je reviens, je me positionne là, et c'est tout pour cette macro. J'arrête. Voilà. Je fais la même chose, je vais affecter. New info rapport, je fais OK. Donc, admettons que j'ai la fiche de celui-là que je veux enregistrer.
pour le mois de février 2021. Il a fait 7. Commentaire S. J'enregistre. C'est là. Ah, ça c'est bien enregistré. Prochain enregistrement, je clique là. Tac, dégage. Et là, je peux prendre un autre. Celui-là. Lui, c'est quel mois? Peut-être aussi février de la même année. Lui, il l'a fait peut-être 15 jours. Commentaire, bah, il a aussi mis un commentaire. On pourra compter le nombre de commentaires. Ça peut être des yes ou des no. Je valide. C'est parti. Et prochain enregistrement, je dégage, je prends une autre fiche. Donc à chaque fois que j'ai une fiche, je renseigne, je valide, je passe à côté, nouveau, fiche, nouveau, validé. Donc vous voyez qu'avec ça, j'ai fait combien de saisies? J'ai pratiquement pas saisi grand-chose. Ici, j'ai choisi, le reste a été affiché par le système. Ici, j'ai choisi, là, j'ai choisi, là, j'ai choisi, et là, j'ai saisi, et là, j'ai saisi. Là, j'ai écrit que 2, 3 valeurs. Là, j'ai écrit 2, 3 caractères, et puis le reste est parti. Faire ça. Voilà. Donc, à chaque fois que je clique sur nouveau, il dégage, il dégage, il dégage, il dégage. Jusqu'à là, tout se passe bien. Et enfin, la macro annulée. Annuler est une macro qui a pour rôle de supprimer ou d'effacer un enregistrement mal renseigné, par exemple. Au lieu de mettre 10 jours ou bien de renseigner sur le mois de janvier ou sur l'année 2021, j'ai écrit une fausse information. Ben, je peux supprimer l'enregistrement et puis refaire l'enregistrement. Donc c'est à ce moment-là que le bouton annuler peut être utilisé. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser le bouton annuler ici, ça veut dire que si j'ai enregistré une mauvaise information, pour la modifier, je suis obligé d'aller dans la base de données et puis de repérer la cellule. Donc si ici, il fallait que je mette janvier, je suis obligé de venir ici et j'ai écrit janvier. Voilà, je vais modifier directement dans la base de données l'information mal renseignée sur l'interface. En ce moment, ce bouton, il ne me sert pas. Mais si je n'ai pas besoin de venir dans la base de données pour faire des changements manuels, ben, je peux me servir de ce bouton. Il ira dans la base de données, il zappe la ligne, et puis je réécris sur l'interface et je renseigne la bonne information. Donc ça va dépendre du contexte dans lequel vous allez vous trouver. Toutefois, c'est en connaissant son utilité que vous saurez l'appliquer. Alors nous ici, on va l'appliquer quand même pour de l'entraînement principalement. La procédure est la même. Elle, par contre, elle va se comporter dans le sens contraire que le bouton valider. Valider, lui, il va dans BD. Il ajoute une ligne. Et puis, il revient pour copier les informations et aller coller. Annuler, par contre, lui, il sélectionne. Et puis, il repart. Et puis, il attend la suite. Lui, il fait l'inverse. Et puis, il s'arrête là. Donc, on va le faire. Je veux faire un faux enregistrement pour ne pas zapper mes données. Voilà, c'est bon. Alors, développeur, j'actionne enregistrer une macro. Je vais l'appeler peut-être delete. Delete info rapport. Delete info rapport. Delete info rapport. Je fais OK. Voilà, super. Donc j'ai fait delete info rapport. Maintenant, je veux passer. Ouh, c'est en cours d'enregistrement. Je ne me rends pas compte. Bah, OK. Heureusement, j'ai rien fait le graphe. Il enregistre déjà. Donc, j'avais dit que je pars de la base de données. Je sélectionne la colonne avec ma souris, clic droit, je delete, donc je supprime, je reviens et je peux me positionner là, initialement. Et c'est tout, j'arrête. Voilà, terminé. Et je lui affecte la macro. Affecter la macro, delete info rapport. Je fais OK. Voilà. Donc, si je m'amuse à faire comme ceci, par exemple, je joue un peu. Voilà. Voilà la pagaille que je viens de faire. Et je peux zapper tout ça avec mon gars. Il va tout effacer. Il en reste combien? 1, 2, 3, 4. Allez, 5. 1, 2, 3. Voilà, il reste un 2, 1. Voilà. C'est bon. Si je clique encore,
il va me bouffer cette ligne. Et si je maintiens, je clique beaucoup, ben, il peut me vider la base de données en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Faites attention avec les boutons annulés qui communiquent avec la base de données. Donc, voilà en gros ce qu'il fallait minimum savoir faire pour la. Donc, sur cet exercice, nous venons de réaliser la première mission. Voilà, on a fait la première mission. On l'a terminée entièrement. Donc, à la prochaine séance, nous allons faire la deuxième mission calmement. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici, on ne peut pas faire les deux dans le peu de temps qui nous reste. Donc, maintenant, je donne quelques indications. Allez, avec une base de données pareille, qu'est-ce qu'on peut faire? La base de données va servir de reporting. Ça va servir pour les bulletins de paye. Admettons que le gars, il est payé à un day off, donc un jour en mer, il est payé à 10 000 francs, par exemple. Donc, s'il en a fait 15, ça fait 15 000. Non, 150 000. Plus son salaire de base, quelque chose comme ça, ou 25 000 francs. Donc, du coup, on peut facilement calculer le salaire de tout un chacun. Avec cette base de données, on peut faire des tableaux croisés dynamiques avec, pour essayer un peu de croiser les données pour voir la masse salariale combinée de deux agents de telle nationalité, de deux agents de tel sexe. Enfin, toutes les questions qu'on voudrait se poser, on peut trouver des réponses à partir des données qu'on a dans la base de données. Ce qu'on n'a pas ne peut pas nous emmener à un résultat. Ce qu'on a peut nous emmener à un résultat. Donc cet exercice va nous emmener aussi à travailler sur les tableaux croisés dynamiques une fois bien terminé. Donc je prie qu'on ait une base de données qui fait 1000 lignes. Ce sera intéressant en ce moment de faire des tableaux croisés dynamiques. Voilà, je pense qu'on a terminé pour cette première partie. Je garde mon fichier au frais pour ne pas le perdre. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite... voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.